Pour ses détracteurs, la lutte professionnelle n'est surtout pas du sport. Elle n'a rien à voir avec la discipline inventée par les Grecs il y a plus de 2000 ans. C'est un spectacle de mauvais goût dans lequel de véritables athlètes font semblant de se donner des coups. Mais même si la lutte est théâtrale, elle donne parfois lieu à de véritables drames, comme la mort de Owen Hart, un lutteur d'origine canadienne, le 23 mai 1999 à Kansas City. Un événement qui a mis en lumière les dérives dangereuses de la lutte professionnelle. Owen Hart n'a pas été tué par un coup mal calculé, il a été victime du cynisme des promoteurs de la World Wrestling Federation, victime aussi de la frénésie des amateurs de lutte qui exigent des mises en scène de plus en plus spectaculaires. Owen Hart venait d'une famille de lutteurs, mais il n'aimait pas la lutte et ce qu'elle était devenue. Il n'aimait pas les personnages qu'on lui faisait jouer, ni les mises en scène qu'on lui imposait. C'était un homme simple, qui avait des rêves simples, comme de construire une maison pour sa famille et lui. Il aurait voulu exercer un métier digne comme enseignant ou pompier, mais il continuait de se battre pour pouvoir gagner sa vie. Quand il est mort dans l'arène de Kansas City, il était à quelques mois de prendre sa retraite. Owen Hart s'est tué devant plusieurs milliers de personnes en tombant d'une hauteur de 80 pieds. On l'a évacué sur une civière et puis le spectacle a continué. Le promoteur de la World Wrestling Federation, Vince McMahon, a refusé d'annuler le gala. Comme disent les Américains, the show must go on. 23 mai 1999, Kemper Arena, Kansas City, Missouri. C'est un Owen Hart soucieux qui se prépare pour un combat de lutte. Ce sera sa dernière apparition sur un ring. A shocking death tonight in the world of professional wrestling. Canadian Owen Hart, known as the Blue Blazer, was killed performing a pre-match stunt. As Raj Ahluwalia reports. Owen Hart est devenu une vedette de la lutte professionnelle bien malgré lui. C'était un homme ordinaire au sein d'un monde insolite. Fils d'une légende de la lutte et frère cadet d'une vedette de la lutte, Owen était prédestiné à ce métier. Il a travaillé pour Vince McMahon, grand patron de la WWF, qui a grandement contribué à son succès. Mais Owen a payé de sa vie une popularité qu'il n'avait jamais désirée. Owen Hart, l'homme qui rêvait de fuir le ring, y est pourtant resté jusqu'à la toute fin. Owen travaillait dans un monde de simulation, mais pour ses proches, sa mort est bien réelle. We at the World Wrestling Federation express deepest sympathies to the family of Owen Hart, his wife Martha, his son Oj, daughter Athena, as well as the entire Hart family. This was a tragic, just a horrible accident. At 10:01 a.m. this morning, with my full authority, my legal counsel filed a wrongful death lawsuit in the Circuit Court of Jackson County, Kansas City, Missouri, against WWF, Vince McMahon, Titan Sports, and all others I believe are responsible for my husband's death. Le funeste voyage d'Owen Hart commence en 1965 dans une vaste résidence de Calgary, en Alberta. Il grandit au sein d'une famille quasi mythique. Mes amis disaient, voilà les Hart, ils habitent la maison sur la colline. Ils sont au moins une douzaine là-dedans et le père est un gros méchant lutteur. Ma famille a toujours été particulière. Il me rappelait l'émission Les Monstres. Sur le terrain de la maison, il y avait de vieilles Cadillacs, des autobus et des rings délabrés. Il fallait le voir pour le croire. Stu et Helen Hart transforment Stampede Wrestling en une entreprise familiale prospère et font beaucoup d'enfants.
Ils ont eu 12 enfants. Helen disait, chaque fois que Stu pose son pantalon sur le lit, je suis enceinte. Les hivers sont froids et on adore les enfants. C'est donc dans un monde rempli de lutteurs, d'enfants et d'animaux de toutes sortes que naît Owen James Hart. Il est le benjamin de la famille Hart. Un prince était né. C'était le dernier bébé et on était tous en admiration devant lui. Tout le monde se battait pour porter Owen. Ils dormaient avec les filles, c'était leur poupée en quelque sorte. Frères et sœurs se querellent continuellement, mais il n'est pas question qu'un garçon frappe une fille. Owen, qui dort dans la chambre des filles, est coincé entre l'arbre et l'écorce. Il se rangeait toujours du côté des filles. C'était leur espion. Un jour, ma mère nous a annoncé qu'Owen déménageait dans la chambre des garçons. Il était si nerveux qu'il en avait de la difficulté à avaler. C'était un grand jour pour lui. Ma sœur Ellie et mon frère Dean se sont alors mis à se disputer. Quand mon père est arrivé, il a ramené le calme et il a demandé à Owen que s'est-il passé. Owen a évalué la situation et il a répondu « C'est Ellie qui a commencé ». Il avait brisé l'alliance avec les filles et il s'était joint aux gars. On a fait top là et on a embrassé le nouveau membre de l'équipe. Comme Stu délaisse peu à peu la lutte, cela lui permet de passer plus de temps avec son fils. Mon père préparait mon petit déjeuner et mon déjeuner et il me conduisait même à l'école. Quand elle n'est pas en train d'accoucher, la mère d'Owen gère l'entreprise familiale dans un bureau à l'étage. Elle travaillait de 9h à minuit. Cette New-Yorkaise distinguée n'aurait jamais cru un jour travailler avec des lutteurs. Elle attendait de se réveiller de ce cauchemar plein de neige et de lutteurs. Les parents d'Owen forment un couple plutôt mal assorti. Dès l'instant où je l'ai connu, j'ai su que nous n'avions rien en commun. Plus tard, j'ai compris que nous étions incompatibles. Alors, je l'ai épousé. Nous nous sommes mariés un jour de tempête et je suis ensevelie de travail depuis. Le père d'Owen était un Adonis bourru qui s'est sorti de la misère en luttant et qui n'en a toujours fait qu'à sa tête. Stu était un peu spécial. Une fois, il s'est approché de moi en disant « Je veux te montrer une prise que j'ai faite à Superstar Billy Graham ». Il a levé mes bras et les a comprimés pendant que moi, je me tordais de douleur. Stu est né environ 300 000 ans trop tard. Il aurait fait un excellent homme des cavernes. C'est l'exemple parfait du gars qui n'avait rien et qui s'est battu pour réussir. Il m'intimidait, mais je le respectais. Comme j'avais peur de me faire réprimander, je me suis toujours tenu tranquille. Sous l'œil attentif d'Owen, Stu attire ses victimes dans le gymnase du sous-sol, aussi appelé le donjon. C'est là qu'il perfectionne l'art de la lutte de soumission. Je me souviens que plusieurs de mes frères allaient s'asseoir là. Owen étudiait la technique avec beaucoup d'humilité, de discipline et de cris aigus. Take the arm here and put it here and smother him with his own damned arm. Il me mettait au tapis grâce à des prises de soumission. Il savait très bien ce qu'il faisait, mais moi, j'ignorais si j'en sortirais vivant. C'était le berger. Il rassemblait les enfants et voyait à ce que tout le monde soit sage. Un jour, une femme m'a dit « Vous devez donner l'exemple à vos enfants. Si votre mari leur dit de ne pas boire, de ne pas fumer ou de ne pas tromper leur femme, ils ne devraient pas le faire non plus. » Je lui ai alors répondu « Il ne fait aucune de ces choses. » En ce sens, Owen ressemblait beaucoup à son père. Stu affirme que rien ne peut arrêter un Hart qui sait endurer la douleur et mener une vie honnête. Chez nous, on disait tous « On est les Hart, on est invincibles. » Si quelqu'un me menaçait, j'allais chercher un de mes frères.
Mes grands frères, eux, comptaient sur mon père. C'était peut-être un sentiment de sécurité illusoire, mais ça nous empêchait d'avoir peur. On était sûr que personne ne viendrait nous narguer. Les années s'écoulent, mais la foi d'Owen en la toute-puissance de sa famille demeure inébranlable. C'est un principe qu'il inculque aussi à ses enfants. Toutefois, lorsque son neveu succombe à un virus, Owen se rend compte que les Hart ne sont pas invincibles. Ce qui est arrivé à Matthew est injuste. C'était un garçon en pleine santé. Ça me rend fou de penser que la semaine précédente, il débordait d'énergie, qu'il faisait de la lutte. C'était le portrait type du parfait petit garçon. 12 jours après avoir contracté le virus, Matthew est à l'article de la mort. Quand je suis allé le voir, il m'a tout de suite parlé de lutte, même s'il était faible et désorienté. Je tenais sa petite main et je me disais, tout allait pourtant si bien la semaine dernière, pourquoi? C'est là que j'ai compris à quel point la vie était courte. La mort de Matthew ébranle profondément la famille Hart. C'est la première fois qu'Owen vit une telle tragédie. On ne sait jamais ce qui nous attend. Ce n'est pas parce qu'on est honnête et gentil qu'on vit plus longtemps. Après son décès, ma famille a un peu perdu de son arrogance. 3 ans plus tard, à Kansas City, au Missouri, l'ombre de Matthew plane toujours sur Owen. Une inéluctable carrière de lutteur dans les petits stades de l'Ouest canadien. Tous les fils Hart ont suivi les traces de leur père et sont devenus lutteurs professionnels. Mais Stu veut un médaillé d'or dans la famille et Owen est son dernier espoir. Le Benjamin se joint dans l'équipe de lutte amateur de son école secondaire. C'était son rêve de me voir champion olympique. Il ne m'a jamais forcé à faire de la lutte amateur, mais il m'y a fortement encouragé. Je détestais ça. Je n'aimais pas suivre de régime ni être le fameux Owen Hart, le fils de Stu. Je l'ai fait rien que pour lui plaire. Toutefois, c'est lors d'un match de lutte amateur que sa vie change à jamais. On avait tant d'atomes crochus, c'était la perle rare. Elle s'appelle Martha Patterson et pour Owen, c'est le coup de foudre. Peu de gens peuvent se vanter comme lui d'avoir trouvé l'âme sœur. Ils savaient tous les deux qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Un point, c'est tout. Tout allait comme sur des roulettes jusqu'au jour où il est venu chez moi et il a retiré ses chaussettes. Ah mon Dieu, ses orteils se chevauchaient. D'autres pourraient vous confirmer à quel point c'était bizarre. Je lui ai alors demandé « Peux-tu remettre tes chaussettes ?» Il a trouvé ça très drôle, mais il l'a quand même fait. Auprès de Martha, Owen trouve enfin ce qu'il n'a jamais trouvé à la maison. Il désirait une vie structurée, une vie normale, quoi. Il essayait de briser le moule. Il en avait assez de la lutte. Il voulait devenir professeur d'éducation physique. Ses talents de lutteur lui permettent d'aller étudier l'enseignement à l'université. J'étais plutôt fier d'annoncer à mon père que j'avais décroché une bourse grâce à la lutte. Pourtant, j'aurais dû la refuser parce que mon but était en fait d'aller à l'université pour obtenir un diplôme et faire autre chose de ma vie. Cette bourse m'obligeait à continuer d'être lutteur. Une vraie malédiction. Il était trop talentueux pour abandonner. La lutte l'avait choisi. J'étais en 3e année d'université quand mon frère Bruce m'a appelé en disant « On a besoin de toi ». Mais je ne voulais pas faire ça. Je préférais devenir pompier ou enseignant. Mais en 1986, Owen cède et va travailler dans l'entreprise familiale en tant que lutteur professionnel. Très vite, il devient le clou du spectacle. Je ne savais pas que c'était une mise en scène. Je me souviens d'un combat. J'étais prête à lancer mon soulier sur Bad News Allen parce qu'il maltraitait Owen. Owen ne m'avait jamais dit que c'était de la frime.
Au début, je ne l'aimais pas parce que je trouvais que c'était un enfant gâté. Il venait tout juste de sortir de l'école et il n'avait jamais été vaincu. Owen doit gagner, puisqu'il est la grande vedette. Mais depuis peu, Stampede Wrestling n'est plus l'attraction de l'heure. La World Wrestling Federation trône au sommet. Hello everyone, this is Vince McMahon reporting. Vince McMahon est le roi incontesté du divertissement. Son lutteur numéro 1 est Hulk Hogan, un super-héros qui incite les enfants à boire du lait et à prendre des vitamines. Andy Warhol, your impressions of what took place earlier on here? Speechless. Stu sait qu'il n'est pas de taille. Son fils Brett fait déjà partie de la WWF. Il suggère donc à Owen d'aller le rejoindre. Le but était d'aller faire de l'argent à New York. Mais le réveil est brutal pour Owen. Il fait ses débuts dans le rôle du Blue Blazer, un justicier à plumes. Il doit perdre à tous les matchs et il déteste ça. Il a dit à Vince qu'il n'était pas venu à la WWF pour perdre. Alors Vince a éclaté de rire et il lui a répondu « Tu as le choix entre finir ce soir ou terminer les combats à l'horaire. » La lutte lui est apparue sous un jour nouveau. Ça ne méritait plus d'être pris au sérieux de cette façon. Il y avait des choses bien plus importantes dans la vie. Owen quitte donc la WWF. Il retourne à Calgary et il épouse Martha au cours de l'été. Il rêve de trouver un bon emploi et de fonder une famille. He smiled, she smiled, and they knew right away this was the day they'd waited for all their lives. Il pose sa candidature au service des incendies de Calgary. Un an plus tard naît Oj, son premier enfant. Okay, just quick. What does a dog do? Good. That's what we wanted to hear. Love at first sight. He smiled, she smiled. Owen n'est pas engagé par la caserne, mais il doit nourrir sa famille. Une offre se présente et elle est difficile à refuser. Il se faisait du souci. Il faut que je subvienne aux besoins de ma famille. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais lutter, alors c'est ce qu'il a choisi. En 1992, Owen retourne à la WWF pour ne plus jamais en repartir. À l'époque où Owen retourne à la WWF, Brett est la grande star. Quant à Owen, il ne porte plus le costume du Blue Blazer qu'il détestait tant, mais il reste coincé pendant 1 an dans une équipe sans avenir. Il est sur le point de démissionner une seconde fois quand Vince le transforme en vilain et lui offre de se mesurer au champion, son frère aîné. J'étais réticent à mêler la famille à ça, surtout que lui et moi étions très liés. Ça m'a fait tellement de peine que je me suis mise à pleurer. Brett racontait qu'Owen était un enfant gâté. Et Owen prétendait que Brett était un mufle vaniteux. Il fallait jouer 24 heures sur 24 le rôle de 2 frères rivaux qui se détestent au plus haut point. Tous ceux qui se battent contre le champion du monde reçoivent un gros bonus. Un jour, Owen m'a dit « Pourquoi tous ces pères de famille auraient la chance de travailler avec toi, mais pas moi ?» Alors j'ai accepté. Ils donnaient probablement le meilleur spectacle de lutte au monde et ils en étaient très fiers. On avait beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Il aimait jouer les méchants, mais il était très bon pour prendre des airs de dur. Ce nouveau rôle assure le succès d'Owen, qui devient alors l'un des méchants les plus en vue de la fédération. La rivalité entre les 2 frères tient les fans en haleine pendant plus d'1 an. Par souci de vraisemblance, ils évitent de prendre la même voiture ou d'aller dans les mêmes restaurants.
Les amateurs n'y voient que du feu la plupart du temps. On ne se parlait jamais. Dans l'avion, on avait chacun notre coin. Un jour, qu'on était retenu à la douane de l'aéroport de Calgary, je me penche vers Owen pour répondre à un de ses commentaires. Soudain, une agente de douane sort de son bureau et s'écrie « Je vous ai vu. Je savais que vous étiez en bons termes. » Owen et moi, on s'est regardés, puis on a éclaté de rire. Brett et Owen ont le vent dans les voiles, mais la vie de tournée n'est pas facile. Pour tromper l'ennui, les lutteurs se taquinent sans cesse et Owen excelle à ce jeu. Owen était passé maître dans l'art de jouer des tours. Personne n'était à l'abri. Le blagueur silencieux. Des fois, je me faisais accuser. « Hey Brian, où t'as caché mon sac ?» Je leur disais « Je te jure que je n'y ai pas touché. » En réalité, c'était Owen le coupable. C'était le meilleur. Personne ne lui retournait l'appareil, par respect, et parce que c'était considéré comme un compliment d'être taquiné par Owen. Owen joue des tours pour rendre l'absence de Martha et Hodge moins pénible. Sa famille est sa raison de vivre, et c'est d'autant plus vrai après la naissance de sa fille, Athena, en 1995. Il adorait son rôle de père. Athena était la prunelle de ses yeux. On sentait qu'ils étaient très unis, même lorsqu'ils ne faisaient que regarder la télé ensemble. À mon avis, les gens qui vivent pour la lutte devraient revoir leurs priorités. Owen, lui, savait ce qui était réellement important. Il vivait pour sa famille et il luttait pour gagner sa vie. Il m'a déjà dit, tu as tout pour être heureux. Tu as un bon emploi qui te permet d'être à la maison auprès de tes enfants. Repeating those sacred words. Preacher said, son, kiss your bride. And he raised her veil like the night they met. Time just stood. Owen et Martha ne voulaient qu'une chose, être ensemble, entourés de leurs enfants, et ça jusqu'à ce que la mort les sépare. To put it mildly, it was love at first. Chaque semaine, Owen repart en tournée, résolu à faire assez d'argent pour acheter leur maison de rêve. La lutte professionnelle est le seul moyen d'y arriver. Encore quelques années et le rêve sera réalité. Durant 3 ans, Owen connaît de plus en plus de succès. C'est une des têtes d'affiche et l'un des favoris du public. Mais si Owen est une star, son frère, lui, est une superstar. Bret the Hitman Hart, le bon gars typique, est l'attraction principale et le gros canon de Vince McMahon dans la guerre des codes d'écoute qu'il mène contre la WCW, une nouvelle venue qui menace d'écraser la WWF. Vince McMahon a été longtemps le principal promoteur de lutte en Amérique du Nord, jusqu'à ce que Ted Turner entre dans le bal. En 1996, la WCW était plus populaire que la WWF. Il se battait pour la première place. La WCW offre 9 millions de dollars à Bret, mais loyal à Vince McMahon, il refuse et signe plutôt un contrat moins payant qui le lie à la WWF pendant 20 ans. Owen continue à jouer les méchants et se fait huer à chaque apparition. Mais les amateurs de lutte veulent un mauvais garçon qu'ils applaudiront. Je crois que le vrai bon gars, le genre que mes parents apprécieraient, n'a vraiment plus la cote auprès des spectateurs. Stone Cold Steve Austin, un homme dépourvu de conscience, une véritable crapule, devient le chouchou du public. Résigné, Owen comprend qu'il est coincé dans un rôle condamné à disparaître. Bret et Owen ont besoin de changement. Il est donc temps pour les frères Hart de se réconcilier.
Bret est monté sur le ring et il a interpellé Owen, avec qui il se disputait depuis 1994. I just shoot for school every day. I was the one that made sure you made the school bus. Quand Bret s'est mis à parler de leur enfance et des fois où il allait le reconduire à l'école, Owen avait la larme à l'œil. Puis Bret lui a dit « Je t'aime ». Et Owen a répondu « Je t'aime aussi ». C'était génial. À l'été 1997, les Hart s'unissent pour former la Hart Foundation, un nouveau genre de méchant. En effet, les Canadiens partent en croisade contre l'immoralité américaine et il faut peu de temps avant qu'Owen ait à affronter le grand favori, Steve Austin. What's on the line is Stone Cold Steve Austin's ass. Now I've beaten him twice before. I have nothing to prove. Ce face-à-face avec la nouvelle vedette de la WWF représente beaucoup pour Owen, mais le match tourne à la catastrophe. C'est un peu comme une danse. Il faut mettre les pieds au bon endroit. Si on fait un faux pas, tout peut basculer. Ce soir-là, je lui ai fait une prise dans laquelle il tombait sur la tête. Steve avait un nerf coincé dans la nuque depuis quelques mois et ça l'embêtait royalement. Il avait mal dès qu'il renversait la tête. En tombant, j'ai vu son cou plier et j'ai senti une pression sur mes cuisses. Quand il est resté étendu sur le ring, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'il m'a dit « Je ne sens plus mes doigts ». Je suis passé du rêve au cauchemar en une fraction de seconde. Ma première question a été « Est-il paralysé? Est-ce que sa carrière est finie ?» Il n'en pouvait plus. Les gens ne s'imaginent pas que des choses comme ça puissent arriver parce qu'ils croient que les lutteurs sont des êtres surhumains. Ils se disent que c'est truqué et que le lutteur va se relever comme si de rien n'était. Mais cette fois, le gars s'est vraiment blessé et il a souffert de paralysie temporaire. On n'est pas des magiciens. Quelques mois plus tard, Vince McMahon scandalise tout le monde en forçant Bret Hart à démissionner. Tout ça à cause du contrat de Bret. Il était beaucoup mieux payé que tous les autres. La fédération a eu peur que Steve Austin, Undertaker ou même Shawn Michaels exigent la même somme. La loyauté de Bret est donc récompensée par une insulte. Et pour couronner le tout, Vince promet à Bret qu'il sortira victorieux de son dernier combat au Canada, mais il ne tient pas ses engagements. Les 14 ans de Bret au sein de la WWF se terminent sur une note amère. En fait, Owen était censé se précipiter dans le ring pour sauver Bret, mais le signal n'a jamais été donné. Lorsqu'il comprend ce qui s'est produit, Owen se rend auprès de son frère pour le consoler. Sur le coup, j'étais bouleversé. Et c'est Owen qui m'a aidé à m'en remettre. Il m'a tout de suite dit « Tu n'as pas à avoir honte. C'est plutôt Vince McMahon qui devrait avoir honte. » Le lendemain, Bret rejoint la WCW. Pour la première fois, Owen se sent seul. Il voulait démissionner. On en a parlé à plusieurs reprises et je lui ai dit « Ils ne peuvent pas te forcer à rester. Va voir Vince et dis-lui que le mieux serait de te laisser partir. » D'un côté, il y a Bret, triste et déçu parce qu'il a été trahi, mais qui se reprend en allant travailler ailleurs. Et de l'autre côté, il y a Owen, prisonnier d'un contrat merdique. Owen est donc allé voir Vince pour lui demander de briser le contrat, mais il a refusé. Owen Hart, un lutteur solitaire dans une WWF en pleine mutation. C'était sa punition pour avoir dit non à l'intrigue amoureuse avec Debra. This is a stunt that's performed on a routine basis
any number of venues. Owen was simply to descend into the ring in superhero-like fashion. Why was he not on a full A line or some other backup line, which is normally used for anybody that's using the rigging? There would be a safeguard that someone would control. I'm not an expert on rigging. I guess you are. Well, it would appear that there were no precautionary measures taken. Why not? First of all, I resent your tone. I resent the sarcasm. Again, no, I resent your tone, lady, okay? Why this was a tragic accident. It's a tragic accident. Don't try and put yourself in the spotlight here, okay? This was an accident. Do you understand what I'm saying? An accident. And everything that should have taken place in terms of rigging, to our knowledge at this moment, did take place. It was rehearsed in the afternoon, and everything was fine. And that's all I know. Mr. McMahon, is it true then that Owen did practice 3 or 4 times during the afternoon and everything was set and he felt comfortable with it prior to the actual occurrence? As far as I know, everything was fine during the afternoon. A number of rehearsals took place. Owen reçoit l'ordre d'aller sur la passerelle. Vêtu d'une combinaison qui cache son costume, Owen traverse la foule jusqu'à ce qu'il atteigne le dernier étage du stade. Grâce à une échelle de bois, il monte sur la passerelle où des machinistes l'attendent. Il s'habille rapidement, met son masque et enfile le harnais. Il est ensuite suspendu dans les airs, au-dessus de la foule, en attendant le signal pour descendre. Il devait être terrifié. Absolutely terrified. À 23 mètres du sol, quelque chose déclenche la sangle à dégagement rapide et Owen tombe. As the lights came on, we seen him hit the ropes until we landed on the ground and he just lay there. Il a soulevé légèrement la tête et le bras comme s'il essayait de faire un dernier redressement assis, mais n'y arrivait pas. Puis sa tête est retombée, et c'est là que j'ai dit à mon ami, « Ce n'est pas une cascade, quelque chose ne va pas ». Tout le monde s'est mis à crier « Owen, Owen, Owen ». Ils s'attendaient à le voir lever le pouce comme le font les joueurs de football quand ils se blessent. Mais le pouce d'Owen n'avait pas bougé. Un des gars qui l'a secouru est un de mes amis. Et il m'a annoncé tout de suite après l'accident qu'Owen ne s'en sortirait pas. Tous ses amis pleuraient. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Le téléphone a sonné pendant que je contemplais la maison que j'allais bientôt quitter. C'était un médecin. Tout de suite, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il m'a dit « Madame Hart, Owen a fait une chute et il s'est fracassé la tête sur le tendeur au coin de l'arène. » Il me défilait ses explications. Je l'ai interrompu en disant « Épargnez-moi les détails et dites-moi ce qu'il a. » Il m'a répondu « Habituellement, on préfère annoncer ce genre de nouvelles en personne, mais votre mari vient de mourir. » J'ai figé dans ma chaise, je n'arrivais pas à y croire. J'étais complètement désemparé. Je me disais que c'était une fin tellement moche pour Owen, pour ma famille. La famille Hart sait que quelque chose de grave s'est produit et elle attend des nouvelles avec impatience. C'est Helen qui répond au téléphone. J'ai dit « Helen, je ne sais pas comment vous annoncer ça. C'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Votre fils est mort. Je n'arrive pas à y croire, mais c'est vrai. » J'ai dit non. Mais je savais bien que tous les noms du monde n'y changeraient rien.
J'aurais préféré que sa mort n'ait rien à voir avec la lutte par égard pour mon père. Je n'ai pas été bouleversé au point de pleurer. Mais on a tous souffert à notre manière. Quelqu'un est responsable. Est-il normal que la compétition entre les deux entreprises soit si féroce que la vie des lutteurs soit en danger? Combien de milliards leur faut-il pour être rassasiés? Le fait d'inviter Vince McMahon était ma façon de lui dire « Vous êtes tous devenus insensibles à la violence à force de prendre part à des spectacles aussi sordides. Vous ne vous rendez même plus compte de la douleur qu'elle engendre. Je veux que vous voyiez Owen dans son cercueil. » Il est parti, il a été enlevé à sa famille. C'est ça la réalité. Tout ce qu'on désirait, Owen et moi, c'était d'avoir une maison de campagne où l'on pourrait vivre en toute intimité. Je me fichais bien du reste du monde. J'avais un mari parfait, des enfants parfaits, et c'est tout ce que je voulais. En fait, on souhaitait tous les deux la même chose. Ma vie était toute tracée devant moi, je savais exactement où j'allais. Aujourd'hui, tout est sombre et je ne sais pas ce qui m'attend. Les gens de la lutte professionnelle ignorent si le décès d'Owen aura une quelconque incidence. Martha Hart, elle, ose espérer que son mari n'est pas mort en vain.